Marie Tabarly. 214 jours et 11 heures de navigation, en fait plus de 8 mois en mer pour la fameuse Ocean Globe Race. Entre septembre 2023 et avril 2024, Marie Tabarly et son équipage bravaient les océans et remportaient la course autour du monde à la voile à bord du bateau Penduick 6, ce magnifique bateau construit par son père. Courageuse, intrépide, sauvage, audacieuse, déterminée, conquérante, indomptable, héroïque, la fille d'Éric Tabarly a de l'ADN de championne. On sait que la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Marie Tabarly, bonjour, merci d'être au micro de ADN de champion. C'est notre podcast pour Sportel Awards. Marie Tabarly qui arrive, c'était pas hier non plus, mais qui a réussi l'Ocean Globe Race, Globe Race, donc cette fabuleuse course avec, j'ai noté quand même, combien de jours? 214 jours et 11 heures de navigation? Non, c'est moins, parce que là, je pense que c'est 200. On a fait en moyenne, on fait entre 37 et 40 jours par étape, et il y a eu 4 étapes. D'accord. Donc là, ils ont compté du premier jour jusqu'à l'arrivée. Mais en gros, entre le départ le 10 septembre 2023 et l'arrivée à Auckland, ça devait être, 17 décembre. On a passé 2 semaines à terre. Donc que 2 semaines à Cape Town. Donc on a passé beaucoup de temps sur l'eau quand même. Bon, ok. C'était un équipage composé de gens dont 70% étaient amateurs, j'ai lu. C'est une vraie volonté de votre part? On va dire que ça tombait très très bien parce que les règles de course étaient pour le coup en adéquation avec ce que moi je voulais faire, parce que Penduick 6 a toujours été un bateau école, c'est toujours un bateau qui a appris aux gens à naviguer. Ça a toujours été un bateau qui a provoqué des formidables aventures humaines et il se trouve que la Whitbread, qui est, cette course, pour expliquer un peu ce que c'est quand même une course autour du monde en équipage avec escale, ce qui maintenant s'appelle l'Ocean Race, qui avant s'appelait la Volvo Ocean Race, et avant ça s'appelait la Whitbread. Et nous on est reparti donc dans la condition de la première Whitbread en 73. Et en 73, il y a pas vraiment de marins professionnels. Il n'y avait pas de GPS. Non plus, mais c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire, si on est sur l'équipage, les marins pros étaient très très peu nombreux, donc c'était beaucoup amateurs éclairés ou pas éclairés du tout. En parlant avec les équipages de l'époque, il y a quand même pas mal qui me disent mais on sait pas du tout pourquoi est-ce que ton père nous a sélectionnés à l'époque. Et donc voilà, l'idée c'était de redonner la chance à des gens pas forcément. Comme on n'a plus trop de courses autour du monde en ce moment, il n'y a plus de courses en équipage, de permettre à tout un circuit amateur plus, de pouvoir aller vivre une aventure de dingue. C'était quoi le moment le plus haut, le plus fort, le plus émouvant, le plus... Ça fait plusieurs moments là. Alors le plus fort, on va dire, allez, le plus fort, on choisit l'adjectif. Le plus fort sur 8 mois de course. Il y a eu un moment qui était quand même assez fou au large du Chili. Donc on a passé le Horn. On remonte après les Falklands pour aller sur Punta del Este. Et là c'est un endroit qui est très particulier à naviguer parce que avec toute l'air qui descend de la Cordillère des Anges, et il y a beaucoup de mélange entre de masses d'air chaud et d'air froid. Il y a fait beaucoup d'orage. Et on se retrouve dans conditions un peu sérieuses, non plus dantesques, il y a 40-45 nœuds de vent à peu près, une mer très hachée, mais on doit avoir 4 mètres à peu près, 4 mètres de creux, donc ça va. Et savoir qu'en mer, des fois, on a la chance d'avoir du plancton phosphorescent. Et là, c'est de l'air froid, ça cartonne un peu quand même, mais mais normalement le plancton, c'est que dans notre sillage. Et ce qui est assez drôle des fois, c'est qu'on voit même les dauphins arriver de très très loin, mais du coup de nuit on les voit arriver comme des torpilles qui viennent attaquer le bateau, parce qu'avec le plancton ça... Et là c'est la première fois où on était 3 sur le pont, mais on était dans Disneyland quoi. C'était hallucinant, parce on voyait l'immensité de l'océan de nuit, parce que toutes les vagues généraient du plancton, et donc à perte de vue on voyait toute la crête des vagues de partout.
illuminé, mais en fluo, quoi. Mais je savais même pas du tout que c'était possible, quoi. C'est un truc, oui, dans notre sillage, à chaque fois, c'est déjà, là, c'était, mais partout. Et puis ça déferlait, quoi. C'était du vent, il y avait, ça brossait, il y avait le vent qui brossait les vagues, en plus. Enfin, c'était un truc, mais c'est impossible de filmer ça, de remonter. Enfin, on a l'image en tête, elle est dingue. C'était, c'est on dirait comme les Pirates des Caraïbes, un truc c'est pas possible, un truc comme ça, c'est pas possible. C'était génial. Ouais, ça, c'était très beau. Ce qui est beau, c'est que l'image, elle est bien inscrite dans votre tête. Ah ouais, celle-là. C'est comme si on y était. Il y en a quelques-unes. Ouais, il y en a eu beaucoup, hein, des moments incroyables. Des fous rires, il y en a. Sur une aventure humaine comme ça, difficile aussi quand même. Mais il y a eu des moments où on a eu très très peur. À un moment, on a couché le bateau, puis couché un bateau de la taille de Penduxis. Voilà, les mâts ils ont à moitié touché l'eau, ouais, ça a calmé un peu. Il y a des moments où ça a été des grosses rigolades, même quasiment tous les jours il y avait au moins un fou rire, ça c'était vraiment top. Un moment où je suis passé j'étais à la barre à ce moment-là, on avait une baleine dans l'océan Indien qu'on a dû déranger après parce que qui n'a pas dû nous entendre ou de bien dormir, mais en général ils nous entendent, on a un bateau rapide, mais quand même quoi, ils ont quand même le temps de. Et là c'était tout gris, on avait des albatros autour de nous, on sait que si on regarde sur notre tribord, c'est quand même la calotte glaciaire et tout ça qui en va quand même. Et on venait de passer les Kerguelen et là j'entends un barrissement d'éléphants. Mais un truc que j'ai souvent entendu le souffle d'une baleine, mais j'avais jamais entendu les cordes vocales d'une baleine, quoi. Je savais même pas que ça pouvait. Alors je sais pas si elle nous a dit dégagez, là c'est chez moi, ou si c'est bon voyage, passé. Profitez bien. Mais notre sang s'est bien glacé quand même, parce qu'en plus elle est passée, mais elle était à 5 mètres, elle était juste là, quoi. Ouais, quand même. C'était vraiment pas loin. On a entendu, mais désolé. Pardon. On ne fait que passer. On trace, on ne fait que passer. C'était bien dingue. La peur, ça fait partie du quotidien. Mm-hmm. Est-ce que c'est de l'adrénaline pure, ou est-ce que parfois on se pose la question en se disant est-ce que ça vaut la peine? Là, on risque notre vie, nos vies. C'est quoi? Ou alors il faut une certaine dose d'inconscience tout en étant réaliste, et on se dit ça fait partie du truc. On va dire que je réponds différemment maintenant à cette question maintenant que je suis capitaine. Parce que quand on part en solo sur un bateau, c'est que notre propre vie qu'on met en jeu. Là, j'ai des familles au départ qui viennent me voir et qui me disent vous nous le ramenez, hein. Et c'est pas la même du tout. C'est pas la même du tout. Et à chaque manœuvre que je demande à mon équipage, les 90% du temps je suis en général à la barre. Et parce que je veux que si jamais il se passe quelque chose, on puisse réagir très rapidement. Et j'ai pas envie de laisser cette responsabilité à quelqu'un d'autre, j'arriverai pas à vivre avec. Et donc je sais qu'à chaque fois que je demande une manœuvre à mon équipage, forcément il y a ce facteur-là est-ce que je la demande, ok, pour la perf du bateau, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'ils se mettent pas en danger? Est-ce que on peut pas éviter, parce que là en ce moment c'est compliqué, ou est-ce qu'il faut passer par là pour avoir un truc plus safe? Mais bon, à un moment faut pas trop se poser de questions non plus. Il faut aussi faire confiance à son équipage, faut faire confiance à la vie aussi. Maintenant, c'est sûr qu'en début de nav, ils ont un peu moins d'expérience tous ensemble, mais en fin de nav, ils vont être aussi plus fatigués. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais forcément, la peur, elle est là. La notion, c'est même pas forcément une question de peur, c'est la notion de risque. Mais en fait, il faut en tout cas, moi, il y a beaucoup de moments où mon cerveau peut s'emballer et je me dis, ok, en fait, est-ce que c'est toi, tes propres peurs, tes propres carences, ou est-ce qu'il y a vraiment un danger où là, la vie t'envoie un message, quoi. C'est quand même pas la même chose, quoi. Souvent, c'est notre histoire, nos trucs, nos vieux démons qui font que alors qu'en fait, dans la situation, si on prend un peu de recul, un peu de calme, qu'on pose un peu, en fait, il y a pas grand chose. Bon, s'il y a par contre, hein, mais quand il y a, on le sait rapidement, quoi. Mais faut. C'est pour ça que souvent aussi, on parlait beaucoup avec mon second et à échanger un peu les points de vue, les machins, on fait comme ça.
dans ces équipages-là, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de communication, sinon bien sûr. Ça passe moins bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits est-ce qu'il y a des lieux qui sont évidemment plus dangereux que d'autres? Est-ce qu'il y a des lieux que vous craignez ou est-ce qu'on peut passer partout? Ça dépend de quoi on parle. Si c'est que des phénomènes météo, oui, on peut passer partout. Oui, il y a des endroits qu'on craint un peu plus parce que on est très loin. Il y a quand même un endroit au Point Nemo, au milieu du Pacifique, les personnes les plus proches, les êtres humains les plus proches sont ceux qui sont dans la station spatiale. Donc ça donne un peu une idée de s'il nous arrive quelque chose, les secours ils vont pas venir tout de suite. Et les grandes routes de commerce, pareil, ils ne passent pas par là. Les porte-containers, ils évitent en général le sud. Donc forcément, on sait qu'on va dans un endroit où on n'est pas invité, où on a juste l'autorisation de passer et on essaye de le faire bien. Après, l'océan Atlantique, il faut vraiment s'en méfier. C'est une mer qui est très courte, avec des dépressions qui se font coller, des dépressions tropicales qui peuvent monter, descendre. À partir du moment où il y a 1 mètre d'eau, en fait, faut faire attention. Maintenant, et c'est sûr que si on prend un peu plus large et qu'on superpositionne les cartes météo avec les cartes de transport de drogue, les problèmes des migrants, les zones de conflit et piraterie, il n'y a pas énormément d'endroits où c'est facile. Il y a quand même des zones où on fait là j'irai pas là quand même. Hein. D'accord. Non. Vous avez subi quelque chose de dangereux à ce niveau-là, des pirateries, Non, moi jamais. Jamais. Non. On s'est posé beaucoup de questions à un moment où on devait passer par un endroit, mais puis ouais, on est tous, je pense, dans le milieu très marqués par ce qui est arrivé à Peter Blake. Hein. Mais voilà, c'est la même chose. Si on prend une arme à bord, après il faut l'utiliser parce qu'en face il va pas hésiter. Hein. Et bon, c'est quand même. Ouais, je sais tirer, mais bon. Donc pour l'instant, ça fait pas partie du tableau au départ. Non, mais par contre sur notre course là, il y a un des bateaux qui a pris une option un peu. Je crois que c'était où? C'était à l'intérieur, Inter-Canaries, ensuite Inter-Caber. Lui, il est tombé en face de Dakar sur un petit bateau de pêche. Il y avait un mec à l'intérieur qui était clairement pas pêcheur et qui avait plus de gasoil, plus de bouffe, plus d'eau. Il était tout seul dans son bateau et complètement à la dérive, quoi. Ouais. Étonnant, pas rassurant. Ouais, non. Ouais. Ils l'ont remorqué, aller jusqu'à Dakar. Et il y a plein et en Méditerranée là, il y a encore d'autres marins qui sont tombés sur des radeaux de migrants. Je dis comment est-ce qu'on fait avec parce qu'on n'a pas des bateaux qui sont capables de les accueillir, parce que du coup on met en danger tout le monde. On met le bateau enfin c'est terrifiant en fait, et ça c'est en Méditerranée, c'est en Manche, et ça c'est quelque chose pour laquelle j'ai pas été encore confronté, et honnêtement j'aurais très très peur de l'être, parce que la trouille d'augmenter encore le problème, de faire une bêtise, de faire mal en voulant faire bien. Ouais. L'océan, c'est une personne ou c'est un élément? C'est juste un élément. Comment ça s'appréhende quand on est une navigatrice comme vous? Il y a un moment, c'est un élément. Maintenant, c'est la Pachamama. Hein, il y a forcément pour nous, il y a la terre et c'est une terre nourricière. Elle est autour de nous. Hein, elle est en nous, elle est autour de nous. C'est ce qui nous connecte tous. Une sorte d'énorme pulpitude là qui est un peu en chacun de nous. Mais la Terre ne fonctionnerait pas sans la mer, qui ne fonctionnerait pas sans les vents, qui ne fonctionnerait pas. Ça fait tout un tout qui est harmonisé et qui fonctionne en modèle unique, et qu'on est en train de dézinguer. On va en parler de vos combats, bien sûr. Bon. Pendwick, c'est une personne ou c'est un moyen de transport? Non, c'est tout. C'est tout, Pendwick 6. Je suis Lucky Luke et c'est Jolly Jumper, quoi. C'est ma maison, c'est mon super copain, membre de la famille, moyen de locomotion extraordinaire, une clé d'entrée dans plein de mondes différents, incroyable, un vecteur d'aventure humaine, c'est un lien physique et il est incroyable ce bateau. Je ne connais pas une seule personne qui ait navigué à bord de ce bateau qui n'ait pas un souvenir fantastique en disant waouh, Pendwick 6,
plus que encore l'aventure en elle-même, quoi. C'est juste le fait d'avoir rencontré ce bateau. Il dégage un truc, mais il n'y a que à marcher à côté du quai. Si on se pose et qu'on regarde l'étrave, on sait qu'on n'est pas tout seul. Hein. Il y a un truc qui est incroyable, avec sa tête d'orque, là, avec ses deux yeux là sur le côté. Il y a vraiment un truc, il y a un charisme très 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 puissant, ce bateau. Alors, monocoque ou trimaran? Ah bah ça dépend, mais pas de racisme moi là-dedans, je sais pas, ça dépend pour quoi faire. J'aime beaucoup naviguer en trimaran, c'est un peu moins ma culture, mais j'aime beaucoup ça. Ce serait plus, je sais que là moi ce qui me convient pas trop dans ma sensibilité, c'est plus les nouveaux monocoques à foil, où là moi je me reconnais pas dedans, parce que j'ai besoin d'être au contact de l'eau en fait. Mais j'en parlais avec une amie qui est kiteuse, qui est double championne du monde de kite. Elle passe pas au kite à foil, elle a besoin, elle me dit non, je reste à mon tiki, j'ai besoin d'être au contact de l'eau, contact de l'élément. Moi je préfère ça en fait. Je suis pas en recherche folle d'adrénaline et de vitesse. J'aime le faire de temps en temps, évidemment. Là, potentiellement, je peux partir sur le Jules Verne avec Alexia Barrier, où là, on va faire le tour de la planète en 40 jours. Ouais, c'est... bon, ça se pose, ça va être génial, mais c'est pas... Pas forcément vos aspirations premières. Ce que j'aime, c'est faire bien avancer un bon bateau. Donc, quand on navigue sur des bateaux comme Twiga ou Mariska, qui sont des bateaux du début du siècle, mais ce sont toujours des machines de course, hein, mais bien les faire avancer à 9, 10, 11, 12 nœuds, c'est jouissif, quoi. Du moment qu'un bateau s'exprime et va bien, et qu'on le fait marcher à 100% de sa polaire, c'est génial. Donc, mais me retrouver enfermé dans un bateau, à ne plus voir le vent, à plus le sentir, à plus sentir les éléments, tout ça, c'est moins. J'ai besoin d'un aspect un peu plus poétique, on va dire, et de voir la terre, ouais. Marie près de la nature, Marie et ses combats. C'est quoi le prochain? C'est encore un peu tôt pour en parler parce que ça fait à peine une dizaine de jours que j'ai eu l'idée là, donc ouais, mais je vais plus aller, je pense, sur le a priori. Voilà, je viendrai le Sportel l'année prochaine et puis on en reparlera. A priori, ça va plus être sur beaucoup de transmissions pour le plaisancier. On est en train, en ce moment, d'avoir une profonde crise du milieu de la plaisance. De plus en plus de gens tournent le dos à la mer, en tout cas au bateau à voile, parce que ça coûte cher, parce que c'est un apprentissage. Et qu'en ce moment, maintenant, on peut faire du kite, du surf et du paddle dans la même journée, en fait. Et encore plus simple avec le wingfoil, voilà. Donc on peut profiter de la mer d'une façon différente, alors que... Il n'y a aucune de ces disciplines que j'aime beaucoup, hein, que je pratique pour certaines, n'apporte ce que la voile peut apporter, c'est-à-dire, surtout en équipage, une dose d'aventure humaine et donc de connaissance de l'autre, de soi-même, et qui développe à ce point-là la bienveillance, l'empathie, et parce qu'on est obligé, en fait, en bateau, de remettre sa vie dans les mains de l'autre, et l'autre met sa vie dans vos mains aussi, en fait. On peut vraiment pas tricher, quoi. C'est créer un équipage et vivre avec un équipage, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Donc et je pense qu'en ce moment il y a un grand gap, un grand vide en France, alors que on a je sais pas combien de kilomètres de côte, qu'on a des ports en tous les sens, et que les bateaux sortent de moins en moins, et que les plaisanciers se retrouvent, de ce que je comprends, en tout cas, beaucoup de témoignages me reviennent en disant, mais enfin, on a de plus en plus peur d'aller parce qu'il y a pas vraiment de formation, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... Ouais, ils sont dès qu'on sort d'école de voile, on est un peu largué, quand même. Et je pense que si on veut changer l'avenir du monde, entre guillemets, la planète n'a pas besoin d'être sauvée, la planète elle va très bien tant que l'humain n'est pas là. Le problème c'est nous, le problème c'est notre comportement, c'est notre façon de s'être déconnectés les uns aux autres. Il y en a plein qui disent c'est bon, faut laisser la terre, la laisser à nos enfants, mais c'est des conneries, c'est maintenant en fait qu'on est en train de se la prendre sur la gueule, quoi. C'est maintenant. Et on est déjà complètement déconnectés les uns des autres, ultra connectés à nos téléphones, les gamins c'est encore pire. Je pense que là, il faut vraiment remettre de la sagesse dans ce monde, quoi. Des gens qui vont chercher de la sagesse, de la paix, qui vont chercher
à vivre des vraies aventures humaines entre nous, quoi, de se dire tiens, l'humain en fait c'est sympa, quoi. On peut faire des choses bien ensemble, quoi. Mais ça va pas changer le monde, hein. C'est pas cette petite idée qui va. C'est pas une petite idée. Mais j'aimerais bien, hein, mais c'est pas. Le problème c'est que c'est très difficile pour moi depuis que je suis rentré déjà avant c'était compliqué, mais là quand on voit ce qu'on voit et quand on est au large et quand on voit de toute manière quand on voyage simplement, hein, il faut pas aller jusqu'en mer, hein, c'est voir l'état du monde dans les autres pays. On est en France déjà en avance par rapport aux autres, sauf qu'on est hyper en retard par rapport à ce qui doit être fait. Okay. Donc on se dit mais est-ce que j'ai un côté assez défaitiste malheureusement où il faut que j'arrive à retrouver l'espoir. De toute manière, c'est toujours dur de rentrer de tour du monde, hein. Tous les marins me le disent, Damien, il faut redescendre. C'est minimum le temps passé en mer. Donc on a passé, j'ai passé quasiment 2 ans en mer. D'accord. Oui, parce que le choc doit être violent. Retour à la réalité. Il y a eu beaucoup de choses qui font que sont violents. Il y a des chocs qui sont par exemple, quand nous on est parti donc le 10 septembre 2023 en mer, donc sans satellite, donc sans information. Coupé complètement de tout le monde. On arrive fin octobre à Cape Town. Et là, on branche les téléphones et on comprend pas ce qui se passe. On voit que le seul sur tous les réseaux, bruit, tout ça, c'était le conflit israélo-palestinien qui a explosé. Et on n'arrive pas à remettre le défilé dans le bon sens parce qu'il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. C'est pas comme s'il n'était pas avant présent, hein, ce conflit, mais bon, on est habitué à ce qu'il soit assez linéaire. Oui. Là, et puis voir ça avec de loin, et puis en ayant des amis en Israël, qu'est-ce qui se passe, quoi. On reste 2 semaines à terre, donc tout le monde était à fond sur Israël. On reste 2 semaines à terre. On repart pour 40 jours de mer. On arrive à Auckland. C'est encore. Le monde a encore changé. Le monde a encore changé. Tout le monde est à fond pro-Palestine. Vous me fatiguez. Il y a juste des gens, en fait, des deux côtés. Il y a des humains, c'est Il y a tout. des deux côtés. Et dire, puis bon, à un moment, on peut pas juste arrêter. Enfin, après, je suis complètement du monde des bisounours, mais merde. C'est juste des gens, en fait, des humains des deux côtés. Et le soleil se lève pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et de loin, c'est. On comprenait plus. Et puis avec tout le niveau politique qu'on a en ce moment, compliqué. On est rentré au mois de fin avril. Je vous fais un tableau de ce qui s'est passé au mois de mai en France ou pas. Voilà. On a vu ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, dans notre équipage et dans notre tour du monde, avec de la bienveillance, du dialogue, de la curiosité, du débat, des échanges. Mais ces gamins, je les appelle mes gamins, mais alors on n'a pas énormément de différence d'âge, mais je sens que je suis pas de la même génération, et même s'il y a des moments où je pouvais poser des questions, pour eux, voilà, il y avait toujours cette notion de dialogue, dire mais parce qu'ils se disaient elle pense comme ça parce que elle a sa vie, son machin, donc c'est compréhensible, et tout le monde fonctionnait comme ça. Et là, il y a plus les gens ne se parlent plus, c'est impressionnant. Donc quand on rentre, c'est compliqué. Ouais. Quand on rentre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vis au milieu de la forêt, c'est pas pour rien. Au milieu de la forêt, avec les chevaux, ouais. Ça fait partie de votre vie, c'est votre métier. Vous étiez à 3 ans et demi sur un cheval, déjà, ou un poney. Ouais, un étalon Shetland, Jupiter, il s'appelait. Un étalon Shetland, c'est chouette. Et aujourd'hui, vous êtes comportementaliste. Ouais, j'étais, donc c'est pourquoi moi j'ai trouvé, je me suis dit, c'est quoi le lien ? Je me suis dit, la nature et la liberté entre la navigatrice et la comportementaliste équin. Et c'est quoi qu'est-ce qui fait Marie en fait ? Marie, c'est beaucoup de choses, hein, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas cherché. En fait, moi, j'ai rencontré les chevaux qui m'ont clairement sauvé la vie à plusieurs reprises et avec qui je m'entends très bien. Mais j'ai toujours alterné voile et équitation. J'ai mis très longtemps dans les deux avant de trouver exactement ce que je devais faire dedans. J'en parlais avec un autre cavalier il y a à peine une semaine qui lui est champion olympique. En fait, j'avais pas percuté que c'est les deux seuls sports dans lesquels on est obligé d'être chef d'entreprise en même temps qu'être athlète de haut niveau, où on a vraiment à côté
On doit être commercial, directeur financier, on est CEO, on doit être DIRCOM, on a des charges qui sont extraordinairement lourdes en termes de coûts, que ce soit en bateau ou à cheval, avec quasiment aucun sponsor, pas énorme, quand même les revenus sont très très minimes, hein. Vie de marin, ça n'a jamais été... voilà. Quand on voit le price money d'un vainqueur du Vendée Globe, qui est l'épreuve la plus médiatique et la plus... c'est à peine 200 000 euros, je crois, un truc dans ce goût-là. Hein. 200 ou 300 000 à tout péter. Ça va pas très loin, effectivement. Ouais, non. On fait pas ça pour l'argent. Non, on fait pas ça pour l'argent. Et ça, et encore, c'est une des courses où il y a un price money. Moi, j'en ai jamais fait une, même là, sur le Tour du Monde, où il y avait un price money, il y a rien du tout, quoi. Ouais. Donc, et puis à cheval, c'est pas non plus la panacée, mais non, moi, ça me... Je trouve que déjà c'est des sports, c'est les deux seuls sports olympiques qui sont mixtes. Et je trouve ça assez agréable. Même chez les chevaux, hein, c'est étalon et jument dans les mêmes épreuves. Et je sais pas pourquoi je suis pas allé chercher deux mondes où je me sens bien. Hein. Avant de s'occuper de la santé des chevaux, donc vous êtes une cavalière. Plutôt dressage, plutôt saut d'obstacle, plutôt balade, tout simplement. Je commençais beaucoup par l'obstacle. J'ai beaucoup aimé le cross, mais j'avais jamais eu les chevaux pour faire le cross. Et d'obstacle, je suis parti plus sur l'étude du comportement. Enfin déjà sur le dressage, parce que j'en avais marre d'arriver avec des chevaux qui n'étaient pas dressés sur des barres, parce qu'il y a un moment. Et plus je suis arrivé là-dessus, plus je suis parti sur le comportement. Et maintenant, je suis une sorte de, j'étais parce que. Professionnellement, j'exerce plus. Une sorte de, je suis à mi-chemin entre une prof de yoga et un psy, en fait. C'est-à-dire que il y a des moments où je vais lui parler dans son langage à lui pour qu'il comprenne, mais par contre, je vais le mettre dans des postures physiques qui font que ça va l'amener à être beaucoup plus décontracté aussi dans sa tête au moment où je vais devoir lui parler. Quoi. On mélange un peu les deux. Le yoga n'a jamais résolu tous les problèmes, mais vous aide à aller beaucoup mieux dans votre corps, et quand on enlèvera déjà mieux dans son corps, forcément la tête va beaucoup mieux, quoi. Donc c'est un peu ce que je fais avec mes chevaux. Ouais. Et donc vous avez arrêté le métier, mais vous avez des chevaux? Ouais, j'ai toujours j'ai mon vieux mon super spring que j'ai eu quand il avait 6 mois, qui maintenant a 19 ans, qui est tranquille en retraite à bouffer de l'herbe. Et il y a sa relève que j'ai connue à 6 mois et que je suis allé chercher quand il avait 1 an, qui en a 4 ans maintenant. Et donc là c'est le tout début donc ce que j'espère sera encore une belle histoire, mais c'est cool. Donc vous êtes la femme qui murmure à l'oreille des chevaux? On peut mettre... Qu'est-ce que vous leur dites? On leur dit pas grand-chose, on les écoute surtout. C'est quand même à eux de nous dire des choses. Hein. C'est vrai. Vous avez de magnifiques tatouages. Il y a une signification, il y a quelque chose derrière ça? Oui et non. Là, c'est les élémentaires. C'est plus une période de vie que quand j'ai créé mon asso. Il y a les dents de protection hawaïennes. Il y a pas mal de symboles tribaux. Là, c'était il y a très longtemps. On est parti plutôt sur marquise, et dans le dos, j'ai tout le dos là qui est fait en samoa. Et là, je pouvais pas aller à Auckland et passer à côté de ça. Après, on met ce qu'on a envie de mettre dedans. Parler avec le gars, et il m'a dessiné tout le dos. Et pour 15 heures, mes amis me disent ah ouais, donc toi tu te fais 40 jours de mer, t'arrives, tu te fais tatouer 15 heures, ça va? D'où est-ce que vous tirez cette énergie justement? Je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Oh il y a des jours où j'ai d'autres tensions, et puis d'autres je suis à bloc maintenant. Maintenant, on est moteur de sa propre vie. Hein. Il y a un moment, je sais que je peux pas bosser pour quelqu'un. Je peux très bien me mettre au service d'autres personnes. Je suis une guerrière, donc soit je suis en reine, soit je suis soldat. Hein. Si je dois naviguer sur un autre bateau, je me mets à son service, il y a pas de problème. Mais je peux pas faire ça à l'année, c'est pas mon truc. Dès qu'il y a un moment, j'ai toujours été à mon compte, j'ai toujours été ma propre locomotive. Donc à accepter des périodes où ça va moins bien, des périodes où des moments on n'a pas d'idée, on n'est pas créa, on est humain en fait, et des moments ça monte, ça descend. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous pouvez faire en mer que vous n'auriez pas pu faire il y a 20 ans peut-être, ou plus jeune tout simplement? Est-ce qu'aujourd'hui, sur une certaine maturité, on acquiert
peu plus à titre perso, mais clairement, j'aurais jamais... Moi, il y a 20 ans, on m'aurait dit que j'aurais fait le tour du monde en étant commandant d'un bateau, capitaine de bateau. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, jamais. Je pensais pas... Socialement, je reviens de très 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 loin quand même. Je savais pas du tout interagir avec... J'arrivais pas à interagir avec les humains, j'arrivais pas à interagir avec moi. J'ai fait quand même un gros boulot. Je reviens de très loin, quoi. Et encore plus, pour prendre la tête d'un équipage et du coup savoir qu'on va être mis en question à peu près tout le temps, qu'on va faut pas les décevoir, faut être en accord avec eux, qu'ils soient en accord avec vous, d'insuffler toujours la bonne idée, qu'eux ils vous suivent. C'est pas au départ. Je voyais pas du tout. Je me suis même pas imaginé que. Mais ça m'a un peu tombé dessus. Je vais pas dire tombé dessus, mais ouais, c'est pas. Cet appel du large, comment il est venu? Un matin, on se lève et on dit je suis prête. Ou c'est un projet qui mûrit et qui met des années. Ouais, je pense que en fait, j'ai toujours navigué, j'ai toujours été faite pour tailler du mille, donc je suis toujours allé tout droit très longtemps. Après, j'ai fait beaucoup de régates pendant un moment. La période où j'étais essentiellement à cheval, j'avais pas le temps de partir au large, donc je naviguais essentiellement à 15 Medji à faire de la tournée entre trois bouées. Et il y a un moment où il y a eu une conjoncture entre plein de choses, entre Penduxis qui était pas heureux et je lui avais promis qu'un jour tôt ou tard on repartirait. Je voyais que je progressais plus humainement avec mes chevaux, où je me heurtais à certains trucs. Je sentais que j'avais besoin de sortir de mon bac à sable là, et de partir et de voir beaucoup plus loin. Et puis j'ai pas tendance à faire traîner les trucs, quoi. Donc en général quand j'y vais. J'ai une idée dans la tête, elle est pas dans les pieds, quoi. Donc en 15 jours, j'ai tout plaqué et je me dis tiens, on prend Penduxis, on se casse, quoi. Ça a été beaucoup plus long après à mettre en œuvre, mais j'ai tout plaqué, mais en me disant que je reviendrai au cheval, et en fait non, pour l'instant. On peut considérer sur une ligne de vie, on peut considérer que Marie aujourd'hui, vous êtes à combien par rapport à la mer, vous êtes à combien de découvertes, de pourcentage, c'est-à-dire est-ce que vous êtes à 30 et il vous reste encore beaucoup? J'en sais rien, c'est à la fin de ma vie que je saurai où j'en étais. Si ça se trouve. Vous êtes quelqu'un qui fait des projets? Ouais, non, je fais des. Non, alors oui et non. Ça dépend ce qu'on appelle projet. Oui, je fais des projets. Là, je suis en train de travailler sur le projet et ça, mais je suis pas carriériste du tout, quoi. J'ai pas du tout. Je me dis pas tiens, dans 10 ans, faut absolument que je sois là-dedans, quoi. Ça, parce que c'est toute merde. C'est pas ce qui va arriver du tout, quoi. C'est. Je lance des graines, je regarde ce qui va germer, quoi. C'est. Je vais là où la vie me pousse. Un peu comme en mer, on pourrait. Bon, ça là, je m'adapte en permanence, quoi. Voilà. Je m'adapte en permanence à ce que la vie va me donner. Maintenant, j'ai un parcours qui est de toute manière qui n'a rien à voir avec les autres, et je vois bien que je suis en marge à chaque fois de tout, donc je reste comme ça. Et puis on verra. Le prochain projet va être sympa a priori si on le fait, donc. Mais bon, c'est encore trop tôt, quoi. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? J'ai décidé d'être heureuse. De toute manière, on n'attend pas. Je vois pas pourquoi il faudrait attendre le bonheur, alors qu'il y a plein de choses maintenant auxquelles il y a toujours un truc. Si, il y a des journées où forcément on est moins heureux, il y a forcément des journées où ça va un peu moins bien. Et ça va, quoi. J'ai un toit au-dessus de ma tête, je suis entre quatre murs, je dors dans un lit qui est sec, qui bouge pas. Bon, des fois, quand c'est pas sec et qu'il bouge, je suis heureuse aussi, hein, mais on n'a pas à se plaindre. C'est des contraintes de métier qu'on a choisies. On a une vie que j'ai choisie. Il n'y a pas de. Bien sûr, il y a plein de petits nuages qui arrivent des fois dans le ciel, quoi. Mais en général, le ciel, il est quand même vachement bleu, quoi. Mais on n'a pas. C'est quand même une grande pièce de théâtre, hein, tout ça, ce qu'on vit. Hein. Quand même, faut prendre un peu de recul. Hein. Je suis en bonne santé, ça va. Hein. Est-ce que vous construirez le Pendwick 7? Non. Non, c'est non. Pas sans être une ambition. Déjà, il y a suffisamment de bateaux sur Terre. Il y en a déjà beaucoup trop. On en construit encore. Il y a encore 12 IMOCA qui sont construits cette année. Il y a un moment, faut arrêter de construire des bateaux, quoi. Il y a déjà 5 Pendwick. J'en ai 3 qui m'appartiennent.
Ouais, je crois que ça va, hein. On va s'arrêter là, c'est déjà suffisamment d'emmerde, hein. Donc, et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, je suis héritière, je suis pas rentière. Donc, je suis née avec des bateaux, mais pas du tout le compte en banque qui va avec. Et je vous garantis que pour garder déjà la flotte des 5 bateaux là en entier, ça fait 27 ans que mon père est mort. Avec ma mère, on est assez fiers que ces bateaux soient toujours là, en bon état, naviguent, tous réunis au même endroit et pas dispatchés aux quatre coins du monde, peints en rouge et s'appelant, je sais pas. Donc non, on va se concentrer sur ce qu'on a. Il y a déjà un patrimoine et un héritage assez lourd à faire vivre comme ça. J'ai plein de projets pour ça et puis je les aime ces bateaux, donc j'ai fait le choix de les garder. Il y a pas, mais non, de là, j'ai pas du tout. J'aimerais bien avoir un bateau sans emmerde à moi, évidemment, un petit bateau rien que pour sortir, aller au Glénan, c'est un truc tout cool. Ce serait génial, ce serait génial. Mais j'ai pas ça. De toute manière, un petit bateau sans emmerde, j'ai pas les moyens moi de m'en acheter un. Donc, comme ça, je sais pas si ça vous conviendrait bien en fait. Ah si, moi je me vois bien avec un petit Figaro 3 là, tranquille. Ce serait bien. Figaro 2 pardon, ce serait bien. Mais non, de toute manière, j'ai ni le temps ni l'argent pour le faire. Et puis j'ai déjà suffisamment. Et je pense que maintenant, il faudrait mieux mutualiser en fait tous les bateaux. Et attendez, alors qu'on a, moi je partage les miens du plus que je peux. Maintenant, quand on voit que les bateaux ils sortent, 2 jours et encore par an, la moyenne nationale elle est hallucinante. Donc pourquoi est-ce qu'on irait acheter un bateau ? Faut utiliser ce qu'on a. Il y a un très bon bateau dans les ports qui sont en train de pleurer parce qu'ils s'ennuient. Il y a un moment, on pourrait trouver. On planche un peu là-dessus en ce moment avec quelques amis. Il y a forcément un nouveau système économique à changer, à inventer. Mais non, construire un nouveau bateau, puis l'appeler. Il y a un moment, mon père a déjà pas eu beaucoup d'originalité à faire Penduic 2, Penduic 3, Penduic 4, Penduic 5, Penduic 6. Je crois qu'on peut trouver des autres noms aussi, quoi. Puis voilà, la dynastie, elle est clos, elle est comme ça. Il y a un moment, on fait autre chose. C'est difficile, c'est lourd ou c'est un avantage de s'appeler Tabarly ? C'est les trois, c'est difficile, c'est lourd et c'est un avantage. Et une fierté. Ouais, non, mais j'en suis très fier et... Puis pareil, j'aurais pu me marier très jeune, changer de nom, partir vivre au milieu du Montana, épouser un bûcheron. Mais ça a des avantages et des inconvénients. Tous les avantages sont moraux. Tous les avantages sont matériels. On va dans les super endroits, on rencontre des super trucs. Tous les inconvénients sont moraux. On n'a pas d'amis. Depuis que je suis gamine, je suis un pot de miel avec une jalousie autour qui est dingue. Et c'est le lot de toute personne connue ou personne riche ou personne qui sort un peu du lot. C'est dès que la lumière, ça fait systématiquement ça. Voilà, on apprend à vivre avec. Il y a plein de. Je me plains absolument pas de là où je suis né. Il y a pas de. Mais c'est pas une vie. Je veux dire, le premier qui vient me dire ouais, mais toi ça va, c'est facile. Prends mes godasses, viens essayer, regarde les problèmes de construction que ça fait, et puis après on en reparle. Puis je juge pas ta vie en fait, la tienne, donc tu viens pas me faire chier sur la mienne parce que tu la connais pas, quoi. Mais après, moi je suis au contraire, je trouve ça assez. Intéressant et de pouvoir être gardienne du temple en quelque sorte, quoi. C'est quand même le seul mec qui a aucune casserole aux fesses en ce moment. Et je pense que on n'est pas près d'en trouver. Et ça m'ennuierait qu'il tombe dans l'oubli. Évidemment, tout le monde tombe un peu dans l'oubli. Je veux dire, la jeune génération ne sait pas qui est Picasso, Mitterrand ou Prost. Donc il y a un moment, forcément, il y a des gens dans certains milieux qui vont se faire happer, mais j'aimerais bien que lui on l'oublie pas parce qu'il y avait comme des valeurs dont on a vraiment besoin maintenant dans ce monde et ce serait bien de pas les perdre, ouais. Mais il y aura toujours un Tabarly-sur-Mer. Voilà, grâce à vous. Peut-être pour l'instant, ouais. Merci Marie, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.